Bonjour, monsieur Georges Starkman. Nous sommes dans le 16e arrondissement, dans un quartier somptueux, un cadre feutré. Nous voulons entretenir avec vous de plusieurs choses, en commençant par votre livre qui parle de Noir Canon, Mémoire d'un marchand d'armes, et également de l'Afrique centrale, que vous connaissez très très bien, le problème qui existe, le problème géopolitique et géostratégique qui concerne l'Afrique centrale. Je souhaiterais que vous me touchiez un mot par rapport à votre livre que nous avons là. Ça, c'est l'ancienne édition. La nouvelle édition parlera de quoi? La nouvelle édition sera le même, hein, ce sera pareil, parce qu'en fait, sur l'Afrique centrale, ce sont des histoires passées, politiques et militaires, mais il n'y a rien de changé à ça. Il y aura un autre livre qui va venir, mais qui parlera d'autres pays, pas d'Afrique. Et donc, on m'a proposé de faire une nouvelle édition qui va se faire maintenant. Bon, la couverture sera différente, le quatrième de couverture sera différent, parce que j'ai voulu donner des précisions qu'on ne comprend pas très bien là. Ouais, dans la nouvelle, il y a des précisions qui vont éclairer un peu plus le lecteur. Autrement, le texte sera le même. C'est les recommandations de votre éditeur qui a demandé que vous puissiez modifier première, deuxième et quatrième de couverture, ou bien c'est... Oui, c'est effectivement, il m'a demandé, et puis moi aussi, parce que d'abord, en relisant ça, je ne l'ai pas lu depuis des années, je trouvais que c'était pas bon, la quatrième de couverture, ça ne veut rien dire, hein, que la réalité est beaucoup plus près dans la nouvelle, qui va éclairer le livre d'une autre lumière. Parlons de votre... parce qu'il y a eu quand même pas mal de vie, votre vie, et il y a beaucoup de mouvements dans votre vie, et en termes de vente d'armes, et en termes aussi de stratégie militaire et politique. Vous êtes en relation avec des grands de ces mondes, les États-Unis, l'Israël, la France... Israël, pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup avec l'Israël. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu tellement, on ne s'est pas très bien entendu toujours avec Israël. C'est peut-être ça l'héritage du général de Gaulle. Hein. Vous savez, parce que, bon, vous savez qu'à un moment donné, il a changé sa politique, il était très proche d'Israël et tout d'un coup, il a changé. Hein. Et évidemment, je me suis trouvé là, et évidemment, alors, pour l'Israël, ils m'ont considéré à ce moment-là comme un hooligan. Et la Russie Ah, la Russie, j'ai de bons amis, la Russie. Ah ben, la Russie, nous avons été ennemis, si on peut dire, pendant des années parce qu'ils étaient communistes. Et puis, depuis qu'ils sont communistes, j'ai de très bons amis là-bas et ce sont des gens très bien. Quand on voit les guerres qui subsistent, il y a des poches de conflits dans le monde, ça a commencé en Irak, la guerre où on cherchait les armes de destruction massive, et on n'y trouve pas ces armes. Voulez-vous nous toucher un mot par rapport à cela? Pourquoi me parlez-vous de ça? C'est bizarre, je trouve, non? Non, simplement, c'est vrai qu'il y a un désengagement des Américains aujourd'hui. Ils veulent quitter ces pays après un ravage. Le pays est ravagé. Je souhaiterais quand même avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous avez vendu des armes là-bas en Irak? J'ai été en Irak. Hein, j'ai été en Irak avant le dernier conflit et j'ai été en direct avec les autorités, sans citer le nom. Écoutez, à cette période, Saddam Hussein aurait bien voulu négocier. Hein. C'était relativement facile de négocier avec lui, enfin surtout les Américains avec lui. Et beaucoup se sont opposés à ça. Mais je pense que ça aurait été très bien s'ils avaient négocié parce qu'ils auraient trouvé une entente sûrement très facile à l'époque. Malheureusement, ça ne s'est pas fait par différentes interventions qui ont empêché qu'il y ait ce rapprochement. Mais ça viendrait de quoi? Parce qu'on sait que le Congrès américain voulait absolument la guerre, le pétrodollar aux États-Unis également. Effectivement, il y a des gens qui voulaient la guerre alors qu'on pouvait très bien l'éviter à l'époque. Et je suis sûr qu'on pouvait faire un accord avec Saddam Hussein
il n'y aurait pas eu de guerre et il aurait changé pas mal sa politique. On aurait mieux fait d'avoir affaire à lui qu'à ceux qui sont actuellement dans la région. Est-ce que c'est le lobby de Dick Cheney qui a poussé... Ça, je ne connais pas les détails, hein, mais je sais que l'ancien roi de Jordanie avait été chargé par Saddam Hussein de faire une médiation. Et puis il a été à Washington et là-bas on l'a pas mis à la porte, mais enfin on ne l'a pas reçu sur ce sujet. Freddy Moulongo, vous voulez intervenir? Oui, je voulais rebondir sur la question de Roger Bongos. Est-ce qu'aujourd'hui, que Saddam Hussein ait été pendu, des dictateurs, etc., est-ce qu'il y a quand même un regret par rapport à ce qui lui est arrivé ou pas? Un regret de qui? Par rapport à... Personne aujourd'hui va regretter. C'est politiquement correct qu'il ait été pendu. Vous savez, c'est malheureusement, c'est comme ça. Quant à la question des armes, des destructions massives, tout n'a pas existé, mais il y en a qui ont existé. Il y en a qui ont existé, mais beaucoup ont été transportés en Syrie à l'époque. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trouvé. Mais les Américains ont des drones, ils ont un système technologique. À l'époque, il n'y avait pas de drone. Oui, mais ils ont aussi le principe des satellites, qu'on peut récupérer une pièce de monnaie et tomber dans le désert. Ça, c'est le magazine, ça. Hein? Non, c'est pas si simple. Tu sais, comme disaient les Russes, on voit un tank depuis le satellite, mais si on met une toile dessus, on ne voit plus rien. Hein. Non, c'est... Mais il avait... nous, on a récupéré une liste de tout ce qui avait été acheté à l'époque, hein, où dedans il y avait toutes sortes d'armes, toute la liste, il y en a 26 pages, que j'ai transmis aux États-Unis, aux Anglais, mais ils ne voulaient pas s'en occuper. Qui est-ce qui ne voulait pas s'en occuper? Les Américains, les Anglais, ça ne les intéressait pas, ils ne voulaient pas. Ils voulaient la guerre, en fait, en réalité. Oui, ça ne les intéressait pas. Non, c'était après ça, c'était après la guerre. Est-ce que l'Irak était vraiment la quatrième puissance militaire mondiale? Non, ça c'est... je ne sais pas qui a dit ça, François Hollande, non. Pas du tout. Si on reste dans le Proche-Orient, l'Israël, parce que vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup travaillé avec l'Israël, le conflit israélo-palestinien, est-ce qu'on aboutira à enfin, un cessez-le-feu? Je ne peux pas parler de cessez-le-feu parce qu'il y a deux forces complètement qui s'opposent, aussi c'est assez déséquilibré. Est-ce qu'il y aura vraiment la paix un jour dans cette zone? Ça me paraît difficile. C'est tant que l'Iran actuel est là, et sera là, il n'y aura pas la paix. Vous parlez de la force qui existe au Liban avec bien sûr, Hezbollah. C'est l'Iran, bien sûr, c'est l'Iran qui est derrière. Hein. S'il n'y avait pas l'Iran, je pense qu'il y aurait eu des accords déjà faits depuis longtemps. Et vous ne pensez pas que Netanyahou est en train de torpiller en fait ces processus Je pense qu'il n'y a pas besoin de torpiller, ça se fait tout seul. Hein. Vous savez, vous avez vu les accords avec les Iraniens, on est d'accord aujourd'hui, demain on rediscute. Vous savez, rien n'est définitif avec eux, jamais. C'est le problème, les soucis résident au niveau de capitale. On cherche le Jérusalem comme capitale, Jérusalem-Est comme capitale arabe, et l'autre... Oui, mais ça, bon, ça c'est de la politique, ça dépend si on parle politique ou histoire. C'est deux choses différentes. Politique, bon, évidemment, c'est un sujet de discussion politique. Au point de vue historique, c'est pas la capitale. Ça n'a jamais été la capitale. C'était capitale des Juifs avant que ça soit arabe ou musulman. Est-ce que vous pensez que l'Iran est prêt à obtenir sa bombe atomique? Il fait tout ce qu'il peut pour ça. Hein. C'est son intérêt, parce que quand il aura la bombe atomique, au moins on va l'écouter quand il va parler. Quoi. Autrement, après, je ne sais pas, mais enfin, c'est vrai qu'ils font de gros efforts. Hein. Ils font de gros efforts, puis un jour ou l'autre, ils vont bien y arriver. Ils ont intérêt aujourd'hui, vous êtes au courant qu'ils ont intérêt aujourd'hui leur matériel avec leur laboratoire de fabrication de bombes atomiques. Oui. Et ils comptent riposter peut-être un jour si Israël s'amusait à attaquer. Mais riposter avec quoi?
de ce qu'ils ont mis en place, parce qu'il y a de missiles à longue portée qu'ils ont mis, qui vont jusqu'à 2600, 2800 km. Oui, mais enfin, vous savez, si Israël voulait faire quelque chose, je pense qu'il a les moyens techniques et ils sont suffisamment intelligents pour organiser qu'il n'y ait pas de riposte. Hein. Ça, je ne crois pas. Mais pourquoi il y a deux poids, deux mesures? À partir du moment où Israël a plus de 300 têtes nucléaires qui sont braquées vers le Proche et Moyen-Orient. Et aujourd'hui, l'Iran est en train de dire que nous voulons seulement fabriquer, enrichir l'uranium pour seulement dans le cadre scientifique et technologique. C'est pas vrai. Si vous voulez que ce soit civil, il suffit de faire un contrat avec l'Occident. Il fournirait tout ce qu'il faut, l'uranium enrichi pour faire des centrales, pour faire de la recherche. C'est pas vrai. S'ils veulent le faire eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont d'autres intentions. Mais pour leur bonne volonté, ils voulaient céder l'uranium soit enrichi à 20% à l'étranger. Non, vous savez, avec les Iraniens, les discussions, ça ne finit jamais. Oui. Parce que finalement, on ne sait pas quel est leur but final, on n'arrive pas à comprendre. Mais jamais vous aurez quelque chose de clair et de net avec les Iraniens, c'est pas possible. Ouais, je les connais assez bien, hein, jamais. Vous êtes d'accord aujourd'hui, hein, dans 3 jours ça change, puis c'est remis en question, puis ils gagnent du temps, ce qui leur permet de faire ce qu'ils ont à faire. Ce que comprendront jamais les Occidentaux. Donc la proposition aujourd'hui Maintenant avec le Brésil, tout ça, là, voilà, oui. C'est de la discussion, c'est le palabre. C'est le palabre. Alors pour notre président Barack Obama a proposé avec l'Union soviétique, avec les Russes, pardon, d'aller vers l'éradication complètement de la bombe atomique. Je pense que c'est une solution pour tous. Ah ben ça serait bien, c'est une solution universelle qui serait bien sûr. Hein. Mais vous savez, la bombe atomique c'est quand même un argument de discussion important, hein, même si on ne s'en sert pas. Alors, je ne sais pas si on l'abandonneront un jour. Hein. Freddy Mulongo? Oui, je voulais qu'on quitte un peu l'Extrême-Orient pour se plonger un peu en Afrique. Ouais. Quels sont à quoi est dû plutôt les conflits au niveau du continent? Est-ce que c'est un problème de surpopulation? Est-ce que c'est un problème de pouvoir? C'est quoi en fait, par rapport à votre analyse, votre regard? C'est vrai que la surpopulation est un problème, il n'y a pas que là, partout. Hein. Il y a aussi le problème des anciennes colonies, parce qu'on a fait des frontières qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Hein. On le voit au Congo, par exemple, hein, ou dans l'est du Congo, et on a fait des frontières, enfin c'est les nations occidentales qui ont fait des frontières à l'époque, hein, qui ne ressemblent pas à grand-chose, et maintenant c'est sujet de conflit. Et puis il y a aussi les richesses de l'Afrique, qui intéressent les groupes extérieurs, qui sont maintenant des groupes financiers importants, et là c'est un problème, parce que les Africains ne sont pas capables d'exploiter eux-mêmes, ils ont besoin des compagnies étrangères, et c'est là où vient une mascarade, parce qu'on sait très bien que ce soit pour le pétrole, le minerai, les diamants ou l'or, vous savez, quand une compagnie extérieure exploite et dit j'ai exporté tant de millions, et ben en réalité ils ont exporté le double. Hein, ça c'est universel, c'est classique. Et ce problème-là, maintenant on le retrouve par exemple en RDC, vous savez, il y a des bruits de changement, enfin, on voudrait que le gouvernement change d'une façon ou d'une autre. Bon. Ceux qui aimeraient changer, il y a plusieurs groupes. Alors il y en a qui sont comme ceux qui sont présents, donc c'est pas la peine de changer parce qu'il y aura le même résultat. Mais il y a des nouveaux, des jeunes, si on peut appeler dire, qui eux ont quand même des idées plus saines. Ça veut dire qu'ils remettraient